Canal 10 de nous donner cette possibilité de reconduire cette émission pour cette saison. C'est la première de la saison, nous sommes début septembre et ce soir, on a vraiment voulu commencer votre émission Santé 10 avec un corps de métier qui se bat au quotidien pour nous faire du bien, pour nous soigner, pour qu'on aille mieux. Des gens qui nous accompagnent et qui travaillent énormément. Alors, je vais déjà vous dire que pour avoir une petite place dans le planning pour venir ce soir discuter avec vous, c'est vraiment... J'ai dû ramer pour trouver trois personnes, trois invités qui ont trouvé une petite place, un petit créneau pour vous, chers téléspectateurs, parce qu'il est question de vous informer du mieux que nous le... Vraiment vous informer, mais avec simplicité, dans cette situation particulière que nous vivons, une situation que la vie nous impose, n'est-ce pas? Et on doit y faire face. Ce soir, nous allons avoir avec nous des infirmiers libéraux qui, dans cette 4e vague, se donnent à fond pour nous accompagner au mieux. Tout de suite, place aux invités. Les infirmiers libéraux face à cette 4e vague. Ce soir, on a vraiment beaucoup de chance d'avoir avec nous Christine Mazambarachon. Bonsoir. Bonsoir Brigitte, bonsoir aux auditeurs de Canal 10. Merci d'avoir trouvé ce petit créneau pour être avec nous ce soir. On connaît le planning du moment, on sait que ce n'est pas évident et malgré tout, pour le plus grand nombre, vous avez trouvé un moment pour venir ici à Canal 10 pour qu'on puisse informer tout un chacun sur la profession. Merci beaucoup. Bonsoir à Marie-Claire Bastien. Bonsoir Brigitte, bonsoir à tous. Merci d'être là, merci d'avoir accepté notre invitation. Malgré ce planning chargé, je le dis pour vous trois, j'ai essayé d'expliquer, j'ai essayé d'argumenter du mieux que je pouvais pour vous expliquer qu'il fallait vraiment venir, vraiment parce qu'on a besoin de parler de la profession, surtout en cette période. Encore merci Marie-Claire d'être là. Bonsoir Sony Bacan-Mambir. Bonsoir Brigitte. Merci de votre présence tous les trois. Ce soir, il est question de pointer du doigt la profession face à cette 4e vague. Juste avant, je vais vous demander qu'on puisse revenir un petit peu sur la définition de la profession. Marie-Claire ? Alors, l'infirmier libéral, c'est un infirmier dont la mission est de porter des soins directement au domicile du patient. Alors, c'est ce que vous faites au quotidien. Vous êtes chacun dans un secteur. Christine, c'est plus la Côte-sous-le-Vent, c'est ça? Tout à fait. Donc, moi, j'exerce sur le secteur de Pointe-Noire-d'Ayer, secteur assez... montagneux et où effectivement il y a beaucoup d'isolement en fait, c'est-à-dire que les gens se retrouvent des fois en montagne, seuls, isolés, surtout les personnes âgées et voilà. Et souvent, on va tout à l'heure développer, et souvent, ces personnes sont dans l'attente de l'infirmier ou de l'infirmière qui passera. Un infirmier qui a déjà habitué veille parce que cette personne finalement fait partie de la famille un peu, fait partie du quotidien et même quand cette personne doit s'absenter et envoie un remplaçant, il n'est pas content. Oui. Voilà, on va en parler dans un court instant. Marie-Claire, quel secteur? Le moule. Sony? Moule-Mordalo. Voilà, donc on va parler de la prise en charge, de la prise en charge à domicile. Alors, de la prise en charge à domicile depuis le début de la pandémie. Et ensuite, on va s'arrêter vraiment sur cette 4e vague. Vous savez que Santé 10, c'est une discussion. Vous faites tous les trois parties de la profession. Donc, quelqu'un peut rajouter un détail, il n'y a pas de problème. Donc, parlons déjà de la prise en charge à domicile. Marie-Claire?
Donc, depuis le début de la pandémie, cette prise en charge, elle est quand même particulière. Oui, effectivement. Depuis le début de la pandémie, donc depuis 2020, je pense que tous nos collègues sont dans la même situation. Nous avons considérablement augmenté notre charge de travail qui devient de plus en plus lourde. Et là, avec la 4e vague, elle devient excessivement lourde. En plus de nos patients habituels, des soins que nous prodiguons à nos patients habituels, nous avons aussi à prendre en charge des patients Covid+, et de plus en plus, parce qu'il y en a de plus en plus, et que l'hôpital arrive à saturation. Et c'est dans le secteur libéral qu'on les retrouve et il faut bien les prendre en charge parce que l'hôpital sature. Les cliniques leur prêtent main forte en ouvrant des lits de réa et d'hospitalisation, mais c'est toujours pas suffisant. Ce sont des patients qui se retrouvent à domicile et on fait appel aux infirmiers libéraux pour les prendre en charge. Sony, il est vrai que la prise en charge des patients Covid, c'est très particulier. Vous êtes, les infirmiers libéraux, vous êtes en contact avec le médecin, avec la pharmacie, avec aujourd'hui l'organisme qui va livrer les prestataires de services. Ça demande mais énormément. Alors déjà de base, c'est une grande organisation au niveau de nos soins puisque du coup, on doit pouvoir et prendre en charge nos patients, ceux qu'on avait déjà en soins, et pouvoir justement prendre en charge les patients Covid sans, entre guillemets, mélanger pour éviter tout risque de contamination, de contagion. Et effectivement, ça demande une autre logistique, une autre organisation, du matériel supplémentaire également. Et finalement, ça augmente fortement la charge de travail. La charge de travail. Prendre en charge un patient Covid, est-ce qu'on pourrait un petit peu faire le cheminement ? Votre travail commence à quel moment ? Les différentes étapes pour suivre ce patient ? Alors, pour le patient Covid, il y a, on va dire, deux chemins principaux. Le premier, c'est le test PCR, donc qu'on aura pratiqué. Le patient revenu positif, on assure derrière un suivi sanitaire. Ou alors, on a aussi des demandes directement de la sécurité sociale via une plateforme qui nous demande en fait de prendre en charge un patient. À partir de ce moment, on contacte le patient, on se rend à son domicile et on commence la prise en soin. On évalue et puis en fonction, on fait le lien avec le médecin traitant et le lien qui a à faire finalement peut-être avec la pharmacie, le prestataire de service et puis voilà. Donc initialement, on démarre comme ça. Et selon l'état du patient, on passe donc régulièrement pour le suivi pendant le nombre de temps qu'il faut. En moyenne 2 fois par jour. D'accord. Le test, justement, vous aussi, les infirmiers, vous le faites. Christine, vous le faites, le test ? Oui, donc en fait, les infirmiers libéraux à domicile et au cabinet font les tests PCR, mais aussi les tests antigéniques. D'accord. Il faut savoir que... Alors, c'est vrai qu'on a dit qu'on n'allait pas d'abord parler de la 4e vague, mais durant cette 4e vague, il y a eu une forte demande par rapport à ces tests, puisqu'il fallait détecter les contacts et les contacts. Mais avec aussi l'arrivée du pass sanitaire et les obligations soumises par ce pass en ce qui concerne les tests, donc on a une forte demande par rapport à ces tests qui sont fait par les infirmiers, mais aussi dans les pharmacies. Alors, est-ce que c'est quelque chose, Sony, vous aussi, vous en faites, Marie-Claire, non, pas... Moi, j'en fais pas, je fais appel à des collègues qui en font. Très bien. Parce que je n'ai pas fait la formation. Moi, je fais plutôt de la vaccination. On va en parler. Sony et Christine, justement, ça encore, c'est une charge de travail en plus parce que suivre vos patients que vous avez déjà, suivre ces nouveaux patients Covid, mais en plus faire les tests, parce que je suppose que faire les tests, c'est une chose, mais qu'ensuite, il y a le rapport à faire avec le laboratoire, parce qu'il faut tout envoyer au labo, il faut attendre les résultats. Enfin, c'est quand même quelque chose
de faire la déclaration Ouais, aussi. hein, Alors en fait, déjà, ce qui est pourquoi faire des tests à domicile, c'était garantir en fait que le patient qui était peut-être symptomatique puisse rester à domicile Très le bien. temps qu'on ait les résultats définitifs et donc éviter tout risque de contamination. Très bien. Donc ça Très c'était bien. déjà effectivement le premier point. C'est sûr que c'est encore une autre logistique finalement derrière, puisque c'est assez chronophage de se rendre auprès du patient. Il y a aussi la partie paperasse, le fait de prélever, d'acheminer au laboratoire, de récupérer les résultats, mais aussi de les consulter, savoir si le patient est positif, négatif, et donc toute la machine qui doit se mettre en place dans le cas où le patient est positif. Et donc effectivement, c'est plus ce qu'il y avait déjà, ça a ajouté davantage, mais c'est vrai que c'était aussi, je pense, une volonté des infirmiers qui ont fait le choix de prélever, justement de permettre, entre guillemets, de contenir pour éviter une contagion. C'est quoi enfin, le temps? On ne va pas rentrer dans les détails, mais je sais qu'entre le test PCR et le test antigénique, eh bien, on a le résultat rapidement pour le test antigénique et un peu plus tard pour... Oui, alors le test antigénique fait au cabinet infirmier ou au domicile du patient, le résultat est donné dans les 15 minutes. Donc c'est un test qui n'a pas besoin d'être acheminé au laboratoire, comme l'est le test PCR. Donc c'est ça la différence, c'est-à-dire que le résultat est plus rapide. Concernant le test PCR, l'acheminement au laboratoire demande un délai d'environ actuellement 48 heures pour les résultats. Voilà. Il faut savoir, et je tiens aussi à féliciter les laboratoires qui ont beaucoup travaillé durant cette 4e vague, que la demande elle est énorme. Eux aussi, ils ont été quand même confrontés au Covid. Et voilà. Donc et à la problématique, j'ai envie de dire, de l'embouteillage, parce qu'à un moment, on en a tellement, donc il faut gérer tout ça. Les moyens humains sont restés les mêmes, donc on n'a pas forcément plus de moyens humains, et il faut gérer 10 fois plus de travail. Donc ça a dû être assez particulier. Alors, en ce qui concerne, je ne sais pas si mon collègue, il en fait... Enfin, en cabinet aussi, oui, peut-être. Oui. Voilà. Donc, c'est une des choses contraignantes, je vais dire, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on fait le test. Après, il y a la partie, la personne est positive. Il faut pouvoir la rassurer, puisque... Pour certaines personnes, c'est l'effondrement, puisqu'avec tout ce qu'on entend. Ouais. Donc, il y a un moment quand même où il faut pouvoir expliquer. Après, il y a cette partie où on doit justement faire expliquer par rapport aux mesures, à toute la démarche à faire par rapport à l'isolement, les cas contacts. Donc, comme vous parliez justement de temps, ça prend énormément de temps. C'est du temps, ça demande du temps. Après, effectivement, il faut pouvoir enregistrer ces données sur le portail. Donc voilà, ce qui fait que pour nous, infirmiers libéraux, c'est une charge vraiment importante, en sachant qu'à côté de ça, comme on l'a déjà dit, on a nos patients, on a des patients Covid à gérer, donc ça nous fait des journées certaines fois non-stop en fait. Et la transition est toute faite pour que nous puissions parler de vous. Oui, des professionnels, mais vous êtes des êtres humains. Partir depuis 4 heures du matin, ne pas savoir à quelle heure on va rentrer, ne pas avoir le temps de manger, avoir ce stress au quotidien de ne rien ramener à la maison. Parce qu'il y a ça aussi. Vous avez vos familles, il faut se protéger, vous êtes en contact toute la journée avec des personnes malades. C'est vraiment, mais c'est vraiment quelque chose de terrible pour vous. Je suppose qu'à un moment, on doit frôler la limite, Marie-Claire. Oui, j'avoue. Je crois qu'on est tous d'accord pour dire que pour nous, c'est très très dur, c'est épuisant et nos vies sont fortement impactées, nos vies personnelles. On passe 3 fois plus de temps au travail et on est toujours en contact avec des personnes contagieuses. Donc bien sûr que on est toujours inquiet quand on rentre.
de savoir est-ce qu'on s'est bien désinfecté, est-ce qu'on a bien tout mis au lavage, est-ce qu'on se relave les mains, on se redésinfecte. En fait, c'est très stressant comme situation. C'est pas on quitte un service, on se déshabille, on met sa blouse dans son vestiaire et on rentre chez soi. Non, on rentre chez soi et puis on va être rappelé après parce que quelqu'un va pas bien. On est en permanence entre chez soi et chez les patients et on ne rentre jamais véritablement chez soi lorsqu'on a fini de travailler. Et puis on est à peine couché qu'il faut déjà se réveiller parce que le top départ, il est très tôt le matin. Oui, mais on parlait de cette fameuse 4e vague. Je pense que mes collègues sont dans le même cas que moi. On a des patients qui vont très mal. On n'a pas que des surveillances toutes simples. On a des patients qui sont sous oxygène, qui sont perfusés, qui vont vraiment mal, parfois qui sont en fin de vie, mais ils ne peuvent pas être réanimés parce qu'il n'y a plus de place en réanimation. Ce sont des patients très, très, très anxieux. Les familles sont très anxieuses, nous appellent plusieurs fois dans la journée, nous appellent le soir et même parfois la nuit. Vous êtes bien obligé quand on vous appelle, quand on vous dit tu peux venir, mon papa il va pas bien, il respire pas. Humainement, on ne peut pas. Et en fait, on est pris dans cet engrenage-là d'être toujours au chevet du patient. On ne peut plus mettre la limite entre notre vie privée et notre vie professionnelle. Alors, je ne sais pas si Sony... c'est exactement ça, puisque finalement, particulièrement, davantage avec la 4e vague, c'est l'essence même de l'infirmier qui a été mise à rude épreuve, où prendre soin du patient, en fait, c'était devenu plus qu'une priorité, mettant nos vies personnelles entre parenthèses, parce qu'il fallait qu'on fasse. C'est difficile de savoir que notre patient il va pas bien et de ne pas pour autant intervenir, même si on est fatigué, il faut y aller, il faut le faire, on essaie de trouver des solutions. Peut-être qu'on a un collègue qui passe à côté du patient qui peut peut-être aller jeter un œil pour nous, pour qu'on soit rassuré, que le patient soit rassuré. Et c'est tout ça, c'est-à-dire que même au-delà de nos horaires, c'est-à-dire sur la route ou auprès du patient, il y a derrière les appels auxquels on va répondre parce que la famille sera angoissée, le patient sera angoissé, ou qu'il y aura eu effectivement un problème, il faudra qu'on se déplace, le patient peut décompenser. Et le premier repère finalement de la famille et même du patient, du médecin, et ça restera l'infirmier. Même si on appelle le SAMU, il demande est-ce que l'infirmier est là. Et tant que l'infirmier, entre guillemets, n'est pas là, on peut encore attendre. Et d'ailleurs, on fait le relais, en fait. On fait le relais entre la famille et le SAMU, entre la famille et le médecin. C'est vraiment nous, leur premier interlocuteur, j'ai envie de dire. Et je le disais tout à l'heure, l'infirmier qui devient le confident, qui devient l'unique personne à qui on a envie de dire quelque chose, tellement on s'habitue à cette personne finit par faire partie de la famille, et peut-être même plus que d'autres, parce qu'on va lui parler à lui et pas à un autre. Et ça aussi, c'est super particulier. C'est difficile avec le temps de se dire qu'on maintient une distance thérapeutique entre le soignant et le soigné, c'est très compliqué. Moi, j'aime à dire à certains de mes patients que je les vois plus souvent que ma propre famille. Donc forcément, il y a d'autres liens qui s'établissent au-delà du simple soin. Ce qui est normal, c'est aussi un métier basé sur l'humain, donc compliqué de juste arriver chez un patient, faire son soin et s'en aller. Il y a des choses, surtout avec le temps, des patients qu'on prend en charge parfois pendant 5 ans, 10 ans, et pour d'autres bien au-delà. Donc automatiquement, il y a une relation qui s'installe. Donc forcément, ce patient demain, il ne va pas bien. C'est difficile de lui dire, je dois rentrer à la maison. On reste là, on participe, on est là. Je fais juste une petite parenthèse qui va peut-être vous faire sourire, si on peut encore faire ça dans cette période-là que nous vivons. Eh bien, moi, je connais un petit papy. Quand l'infirmière prend 2-3 jours pour quelque chose d'important, il ne fait pas remplaçant là. Alors que remplaçant là, très gentil, hein? Non, oui. C'est parce que... C'est l'affect, en fait, qui rentre en ligne de compte. Absolument. On établit avec nos patients à domicile, surtout ceux qu'on a déjà depuis très longtemps, une relation affective. Je dirais c'est là où ça a été... et c'est très dur pour certains collègues et pour nous. C'est-à-dire que ce sont des patients qu'on a connus pendant des années.
on est dans la famille, on connaît, voilà, parce qu'on est les confidents, effectivement, comme tu dis, Brigitte. Et là, durant cette vague, on a été amené à perdre ces patients. Et ça, c'est terrible pour vous aussi. À les perdre et à même pas ne pas avoir le temps de même, parce que je dirais de faire le deuil, mais il fallait le lendemain continuer. On y va. Et c'est vrai que c'est une charge mentale énorme pour les collègues, parce que ça défile. À côté de cela, on a nos familles à nous aussi qui sont atteintes. Donc ça nous arrive, je pense à plusieurs collègues, de perdre aussi des proches. Donc on a tout ça à subir. Après, effectivement, moi, je pense pour la plupart des collègues, on a une vie de famille. Moi, je suis une mère de famille, j'ai 5 enfants. Quand je rentre, voilà, comme elle dit, des fois je ne rentre pas parce que je veux éviter de contaminer, puisque je sais que je devrais repartir. Donc je peux rester toute la journée sans voir mes enfants. Surtout que là, il n'y a pas école, donc ils sont à la maison. Et de dire, et ma fille qui me voit arriver, excusez-moi, et qui, son premier réflexe, c'est de venir maman, un câlin, et de lui dire non, maman n'est pas désinfectée. Donc voilà, c'est ça un peu le quotidien. Mais bon, on le fait, c'est dur, mais on le fait parce qu'on l'a choisi. On le fait parce qu'on sait que les patients, les malades en ont besoin, et on le fait aussi parce que c'est quelque chose qu'on aime, même si c'est dur. Donc voilà. Et puis et puisque vous ne dites pas, vous le faites parce que vous aimez les gens. Voilà, dans ce métier, moi qui ai suivi un petit peu... Alors, je me permets de dire ça parce que pour préparer l'émission, je me suis rapprochée de certaines personnes de la profession. J'ai suivi un petit peu une journée de travail de certains. J'ai observé certaines choses. En ce moment, par exemple, un des patients qui disait à son infirmier, faut Covid là, ça a arrêté parce qu'à l'air ou en pas même pas ti sachet avec salade dedans, avec ti tomate, voilà. Donc on sent vraiment qu'on est dans quelque chose comme maintenant l'infirmier, il court, il fait plein de choses, et puis en plus avec cette histoire de virus, on ne transporte pas des choses, on évite de toucher. Mais lui, il est malheureux, le papy, parce que moi, j'ai l'habitude, il dit, moi, j'ai l'habitude, je sais que mon infirmier passe à telle heure, en caillant jardin, en cas mettez ça de côté, bail. C'est vraiment ce côté, vous faites partie de la famille, vous avez vos habitudes. Donc, dans un petit moment, je pense qu'on va revenir dessus, parce qu'on va parler de cette partie psychologique, mais pas seulement chez le patient, mais vous aussi, parce que moralement, ça doit être hyper compliqué de perdre un patient, comme on vient de le dire, mais en plus de le perdre et de ne pas pouvoir être là avec la famille ou comme on l'aurait voulu, pour passer ensuite à autre chose de manière beaucoup plus simple. On va en parler dans un court instant parce qu'on arrive déjà à la moitié de notre émission. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve juste après. Est-ce que ça va ? Oui. C'est vrai, ça va, tout le monde va bien. Christine, oui, ça va, oui, ça va. Marie-Claire, Sony. Très bien. Bon, parce que Sony, moi, j'ai eu des recommandations. Attention, à moi, on m'envoyait des messages et tout pour me dire, tu traites correctement Sony, c'est mon infirmier, sois gentil avec lui. Voilà, donc du coup, je salue toute la famille Falia en passant. On marque la pause, Jordan, et puis on revient juste après. Vous êtes dans l'émission Santé 10 pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission. Eh bien, nous reprenons notre émission Santé 10 tous les jeudis de 20h à 21h. Ce soir, nous parlons des infirmiers libéraux face à cette 4e vague. Nous avons avec nous Christine Massamba-Rachon, on a avec nous Marie-Claire Bastian et Sony Bacan-Mambir. Nous avons en première partie d'émission, nous avons un petit peu planté le décor et là, on va quand même parler. Alors, je voulais dire aux téléspectateurs que, en ayant un peu suivi une journée de travail d'un infirmier libéral, il y a quelque chose qui m'a quand même touchée. Donc, si vous voulez bien en parler avec nous, moi, j'aimerais bien que chacun donne son sentiment dessus. On vit une situation particulière.
Vous venez de dire que vous avez des patients en plus, que vous devez garder les vôtres. Vous devez soigner ceux qui ont le Covid. Voilà, quoi. Il y a du travail en plus. C'est pas pour ça qu'on a des moyens humains et même du matériel en plus. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure, hein, parce que on va parler de manque de moyens. Mais moi, ce qui m'a choqué, c'est que le patient que vous allez voir régulièrement, votre patient que vous avez l'habitude de voir régulièrement et que vous passez voir, par exemple, entre 10h et 11h, parce que vous êtes arrivé... Alors, un patient, peut-être que c'est un pansement, hein, quelqu'un qui n'a pas forcément quelque chose de grave, mais vous avez l'habitude d'aller le voir entre 10h et 11h. Avec tout ce qui se passe actuellement, vous arrivez à 15h. Et là, c'est limite, le patient ne comprend pas. Ouais, mais en cas attendez-vous depuis 10 heures, voilà. Comment ça doit être? Là aussi, ça doit être compliqué parce que vous vous dites purée. Depuis ce matin, vous gérez certaines choses et là, il doit y avoir des moments. Oui, c'est frustrant. Hein, et des coups de cafard même parfois, non? Non, mais des fois, tu as juste envie de t'asseoir et de pleurer Voilà. parce que tu te dis, je viens de gérer une situation dramatique. Je viens d'avoir un décès ou je reviens de chez quelqu'un qui est en fin de vie, pour qui j'ai eu beaucoup de soins à faire, avec qui j'ai beaucoup discuté. J'ai rassuré les parents, rassuré la famille, le conjoint, etc. Et donc j'y ai passé beaucoup de temps. J'arrive après, bon, il y a un pansement que je faisais à telle heure que j'ai 1 heure de retard et je me fais engueuler pratiquement parce que je suis en retard. On le vit vraiment comme une injustice parce que vous devez toujours vous justifier et les gens ne sont pas toujours très conciliants, parfois ils ne pensent qu'à eux. Vous avez beau leur expliquer que vous venez de gérer une situation urgente, eux, ce qui leur importe, c'est que leur pansement soit fait. Et c'est vrai que ça c'est terrible. C'est terrible et on doit le gérer aussi, mais c'est parfois, moi je sais qu'en ce moment, nous sommes tous fatigués, nous sommes tous à bout de nerfs avec tout ce qu'on vit. Ce genre de réaction, moi, j'arrive plus. Moi, je crois que j'ai atteint mon seuil de tolérance. J'arrive plus à l'accepter. C'est-à-dire que sur la matinée, en fait, on sait toujours à quelle heure on démarre, mais jamais, et on sait toujours ce qu'on a laissé, mais jamais ce qu'on va trouver en arrivant le matin. Et bien souvent, malheureusement, c'est surtout au niveau de la 4e vague, parfois c'est la catastrophe. Donc on arrive, on doit gérer la situation, ça va être la prise de compte avec le médecin, le temps qui nous génère peut-être des ordonnances, qu'on puisse essayer de voir pour mettre en place les choses assez rapidement, ça peut être une perfusion de l'oxygène. En attendant, on ne peut pas forcément laisser le patient, on doit faire avec. Donc ça sera déjà cette logistique autour du patient, mais ça va être aussi derrière peut-être les bilans qu'il faut déposer à une certaine heure, puisqu'on est limité dans le temps de dépôt. Ça va être tel patient qui va nous appeler parce que finalement il allait bien, mais en fait finalement il va pas bien, on doit retourner. Donc en termes d'organisation, on a dû tout revoir en termes de priorité des soins, c'est-à-dire que un pansement effectivement peut-être qu'on faisait initialement en fin de tournée le matin. Finalement, ce pansement sera fait en début d'après-midi ou en fin d'après-midi, puisque la priorité à cet instant n'était pas ce pansement, n'était pas forcément... voilà, on agit par priorité. On est quelque part seul face aux autres patients, face à tous les patients qu'on a accepté de prendre en soin. Donc il faut qu'on priorise. Et c'est vrai que c'est arrivé plus d'une fois que certains patients ne comprennent pas que justement qu'on a des urgences et ils sont parfois à 10 000 lieues d'imaginer tout ce qu'on a dû faire dans une matinée, courir dans tous les sens, les kilomètres qu'on brasse, juste pour être sûr qu'on soit arrivé à l'heure qu'il faut au laboratoire pour déposer l'intégralité de nos bilans. Tel patient, c'était un bilan à jeun, lui, c'était pas nécessaire, donc on l'a mis un petit peu plus tard. Voilà. Sans compter nos patients qu'on avait déjà de base, par exemple les insulines qui vont attendre, les patients qui sont sous insuline qui ont besoin de nous attendre en fait avant de pouvoir manger le matin. Voilà, il y a plein de choses, mais en même temps, c'est... En fait, il y a vraiment de quoi parfois perdre la tête. Et c'est vrai que du coup, quand on arrive parfois à bout de souffle chez ce patient qui n'est pas prioritaire en fait finalement à cet instant, puisqu'il y a des personnes qui sont plus graves en tout cas,
Eh bien, ça nous coupe, franchement, ça nous casse les deux bras. Et puis on se dit, mais en fait, pour ma part, moi je préfère me taire, je fais avec, mais c'est vrai que des fois, en fait, ça nous met dans des situations assez compliquées, même avec nous-mêmes, hein, c'est compliqué à gérer. On est seul, on n'a pas une équipe comme à l'hôpital, on est seul. On est seul à tout gérer. C'est aussi très la spécificité du travail en libéral. On est seul. À l'hôpital, c'est toute une équipe. Donc, quand vous savez que vous saturez, vous pouvez passer le relais à une collègue. À domicile, vous ne pouvez pas. Vous êtes seul face aux patients. Vous devez tout faire. Et ce qui est injuste, c'est que, enfin injuste, non, mais façon de parler, je veux dire, ils sont pas tant exigeants que ça quand ils sont dans un service de soins, quand ils sont à l'hôpital, ils sont pas tant exigeants que ça. C'est vrai que c'est vraiment, j'utilise le mot particulier, c'est vraiment particulier, tout ce qui est soins à domicile, tout ce qui est être au plus près, au plus proche du patient, c'est vraiment particulier. Et quand vous perdez, on a parlé tout à l'heure de suivi pendant des années de certains patients qu'on accompagne, qu'on va jusqu'à accompagner parfois en fin de vie. Et quand on perd ce patient, c'est vraiment, pour vous, ça doit être vraiment douloureux. Et puis cette manière de gérer, parce qu'il faut passer rapidement à autre chose, surtout en ce moment, Sony, durant cette 4e vague. Alors, par rapport à la 4e vague, c'est... alors, si c'est des patients qu'on suivait déjà initialement, c'est d'autant plus compliqué, puisque comme disait Marika, il y a l'affect en fait qui s'est glissé dedans, et donc c'est très compliqué pour nous de pouvoir se dire qu'on passe à autre chose, mais en même temps il faut, puisque finalement on reste soignant, mais c'est très compliqué. L'accompagnement est en plus majoré, puisque du coup le temps passé auprès du patient fait que forcément... on ne peut pas simplement dire mes condoléances et puis passer à autre chose. Il y a forcément un moment, même si on doit continuer notre tournée à l'instant où ça s'est passé, mais on reviendra toujours. En général, on prend toujours des nouvelles pour savoir comment ça va globalement pour tout le monde. Marie-Claire ? Non, il parlait, là je pensais à un patient que je suivais depuis 19 ans. Je l'avais depuis 2002. Et ce patient, il est décédé récemment du Covid. Et entre le moment où on l'a testé positif et son décès, il s'est passé 9 jours. Et ça a été très vite et c'était dramatique, vraiment dramatique. Et c'est vrai que je le vis mal parce que ça faisait 19 ans que je le connaissais. Il est mort tellement brutalement, j'ai eu du mal quand même à accepter son décès. Christine, quand on a discuté pour la préparation de l'émission, eh bien vous étiez en train de nous parler vraiment d'angoisse, de stress. Vous avez utilisé ces mots-là, Brigitte, en ce moment, avec cette 4e vague. J'aime ma profession, j'aime mon métier, mais là, je dois parler d'angoisse, de stress à ce point-là. Oui, c'est à ce point-là, et je pense que quand on nous écoute, alors tous les trois, on voit que et je parle de tous mes collègues, en fait, à ceux que je croise, avec lesquels je parle, qu'en ce moment, on est vraiment fatigué. J'ai plein de collègues qui font de l'hypertension. C'est un climat anxiogène. En plus que ça soit un climat anxiogène, on doit en fait pouvoir gérer ça nous et être fort quand même pour les patients, les accompagner, puisque c'est nous qui sommes là de proximité. On ne peut pas... Alors à un moment, on ne peut pas... voilà, on peut pas se laisser aller. Et moi, en fait, je suis infirmière depuis 20 ans. C'est la première fois, durant cette 4e vague, que je me suis dit, mais est-ce que tu vas continuer à faire ce métier, en fait? Parce là, à ce point. Oui, voilà. Oh, ouais. Parce que il y a eu des jours, des journées, des choses très dures, et vous vous dites, même si vous aimez ce métier, est-ce que vous pourrez continuer, puisque en fait, finalement, ça agit sur vous. Ça agit sur votre santé à vous, puisque comme je parlais, j'ai des collègues qui font de l'hypertension, qui sont malades en fait.
ça agit sur le moral aussi. Et c'est vrai que c'est dur. Donc moi, ce que je préconise, en fait, et j'en parle avec un collègue, c'est de pouvoir détecter son seuil de tolérance, en fait, c'est-à-dire d'être à l'écoute de nous, en fait, de se dire à quel moment, voilà, même si c'était patient, même si on te demande, mais de savoir d'être à l'écoute, il faut qu'on soit quand même à l'écoute de nous, en fait, de notre état, et savoir à un moment dire, bon ben voilà, je fais une pause, voilà, avant que le corps ne le demande, puisque c'est vrai que bien souvent, ben, ceux qui sont malades, parce que j'ai eu des collègues qui ont été malades, ils ont dû arrêter, voilà. Marie-Claire écoute avec attention ce que dit sa collègue parce que vous êtes un petit peu tous dans le même ressenti, peut-être pas à l'extrême en se disant est-ce que je vais continuer à faire ce métier, mais un peu dans la même vision que Christine. Oui, un peu. Bon, c'est vrai que je ne me suis pas posé la question de changer de métier, mais je crois qu'on rencontre tous une période de doute et on se demande, mais surtout, mais quand est-ce qu'on va sortir de là, et comment on va en sortir, et surtout, mais comment on va être à la fin de tout ça, mais comment on va nous retrouver, parce que il y a une énorme souffrance de la profession, une très très grande souffrance. Et ça, c'est important que les gens le sachent, c'est important de le dire. Ben, franchement, la motivation de cette première émission Santé 10 pour cette saison, qui était de vous inviter, vous, de parler de votre profession, ben, c'est parce que nous, on s'en rend compte. Nous aussi, on s'en rend compte. Si nous, on commence à s'en rendre compte, eh ben, je pense que c'est vraiment important maintenant d'en parler. Voilà, c'est pour ça que j'ai tant insisté pour que vous soyez là ce soir, puisque c'était très compliqué. Vous le savez, chers téléspectateurs, Brigitte n'a rien changé. Elle dit toujours tout. Il n'y a pas de secret. On a eu beaucoup de mal à convaincre vos collègues d'être sur le plateau avec nous, parce que comme vous, on parle d'emploi du temps hyper chargé. Comme vous, le temps est très précieux. Si vous n'étiez pas avec nous ce soir sur le plateau, eh bien, ce petit moment, vous auriez profité pour être avec vos enfants, gérer des petites choses, parce que demain, vous allez repartir tôt. Et donc, j'ai dû vraiment argumenter, faire ce qu'il faut pour qu'on puisse avoir ce soir les 3 invités ici présents. Et je vous dis encore merci. Merci. Et je pense que tous ceux et celles qui nous regardent, eh bien, vraiment, on a de la chance d'avoir des professionnels de santé qui pensent régulièrement à vous et qui ont envie de vous informer. C'est important que vous sachiez que quand vous avez une infirmière ou un infirmier qui peut venir chez vous, qui peut s'occuper de vous, eh bien, nous aussi, d'un autre côté, on doit fonctionner autrement, on doit avoir une autre vision de cette profession et peut-être même un autre fonctionnement sur certaines choses. Voilà, donc il faut parler, il faut le dire, il faut mettre cette profession en lumière et il faut parler aussi de ce qui ne va pas. D'ailleurs, Sony, cette 4e vague, je crois qu'en faisant un petit tour, on peut aussi parler de manque de moyens. C'est justement en fait, dans la continuité de ce que disaient mes 2 collègues, ce qui a conduit en fait finalement à un épuisement, c'est que l'infirmier est là pour prendre soin, pour aider à aller mieux. Et finalement, on s'est retrouvé confronté à des situations où on ne pouvait plus rien. On s'est retrouvé impuissant pour des raisons diverses, mais surtout, par exemple, par rapport au matériel. Et on doit quand même pouvoir essayer de faire quelque chose. Et c'est tout cet afflux, en fait, dû à la 4e vague. Donc, certes, le nombre de cas positifs qui a augmenté, mais le manque de matériel, mais la nécessité toujours pour nous de continuer à prendre soin. C'est un paradoxe finalement, puisque on ne pouvait plus faire ce qu'il fallait comme on aurait voulu le faire. Et donc, on parle de la 4e vague, mais aussi cette 4e vague de décès, j'ai envie de dire, qui finalement, on reste des humains, et au final, qui nous a atteints au fur et à mesure, puisque 1 décès, 2 décès, et puis au fur et à mesure, ça s'est cumulé. Et tout ça, finalement, entre la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, la fatigue psychologique aussi, nous a conduit beaucoup d'entre nous, finalement, à un épuisement général. Je sais que certains collègues parlent effectivement de reconversion.
pour justement prendre soin d'eux aujourd'hui. Oui, à ce stade-là. Vous faites ce métier depuis combien de temps, Sony? Moi, depuis 8 ans. 8 ans, Marie-Claire? Le métier d'infirmière, 30 ans. 30 ans. Voilà, et 20 ans pour Christine, elle le disait tout à l'heure. 13 ans de libéral. Mais Et après, 20 ans de libéral. Voilà, mais après, bon, quand j'ai dit que je pensais arrêter, c'est pas arrêter, c'est arrêter le libéral. Parce que, voilà. Et puis c'est le moment qui veut ça. Enfin, Voilà. je pense que c'est le moment qui fait qu'on pense à ça et qu'on a envie de... Voilà, mais après, c'était aussi, et c'est d'où l'objet de l'émission, quand je dis cela, c'est pour montrer la pénibilité que ça a été pour nous à domicile. Et je pense, alors c'est vrai que j'ai salué tout à l'heure les laboratoires, mais les médecins de ville aussi, de pouvoir gérer cette 4e vague. Ça a été très très dur. Il y a eu des moments de doute, très durs, et voilà, c'est quelque chose qu'on souhaite tous que ça termine et que ça ne se reproduise plus. Voilà. Je sais que Marie-Claire, je sais que vous êtes aussi au centre de vaccination. Comment ça se passe? Les gens viennent systématiquement? Vous êtes au centre de vaccination du Moule, c'est Oui. ça? Alors, je suis au centre de vaccination du Moule, quand j'ai fini mon travail à domicile. Donc c'est un centre qui fonctionne, qui accueille le public à partir de 8 heures jusqu'à 14 heures. Mais il arrive très souvent qu'on soit là après 14 heures. Oui, en fait, tant qu'il y a du monde, vous faites... On accueille les gens. Voilà, vous accueillez les gens. Oui. C'est de quel côté, pendant qu'on en parle, on informe nos téléspectateurs? Donc le centre de vaccination du Moule se trouve dans l'ancienne école de Cadenet, derrière la gare routière. La gare routière. Voilà. Le petit plus qu'il y a du côté du centre de vaccination du Moule, visiblement, quand une personne ne peut pas se déplacer, avec le médecin, vous allez chez cette personne. Alors, on a mis ça en place récemment parce que nous avons réorganisé les équipes. Nous avons maintenant un peu plus de personnel. Nous sommes plus nombreux. Il y a plus d'infirmières, plus de médecins. Donc, quand nous en avons la demande, nous déplaçons à domicile en binôme, un médecin, une infirmière, et on va vacciner les patients. S'il fallait qu'on dise, Sony, quelque chose de très important avant la fin de cette émission concernant le métier, concernant cette 4e vague, concernant votre quotidien aussi, de par votre profession, c'est le moment, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission, déjà. Là, tu me prends un petit peu de cours. Oui, on va se faire un petit tour comme ça. Bon, du coup, on commencera du côté de Christine, alors. Donc, tout d'abord, ce que moi j'aurais souhaité dire, c'est que nous ne sommes pas venus nous plaindre aujourd'hui. On est simplement venus dire que voilà, la situation elle est difficile, elle est très dure pour nous. Et c'est pour cela qu'il est très très important que chacun puisse respecter les gestes barrières. On va pas arrêter de le dire pour qu'on puisse en fait pouvoir sortir de cette situation. Il y a encore des gens qui sont très insouciants, qui se baladent sans masque en sachant qu'ils sont positifs. Ça existe toujours. Et au moins par respect pour cela, pour le travail qu'on fait, pour toutes les personnes qui sont malades, moi, ça serait mon appel ce soir, c'est vraiment que tout le monde prenne conscience dans la bienveillance, dans l'amour et dans le respect aussi des autres. Et puis, aussi, je tenais à remercier Brigitte pour son invitation. Aujourd'hui, on se rend compte que la santé, c'est quelque chose de primordial. Ce genre d'émission aussi, c'est très important. Et voilà, je voulais te féliciter, t'encourager, surtout pour la première, à continuer. Voilà. Merci beaucoup, Christine. Merci beaucoup et surtout merci à la direction de Canal 10. Merci, Madame Rodriguez, de continuer à me faire confiance pour cette émission Santé 10. Marie-Claire. Alors moi, je voudrais mettre en lumière tous mes collègues de la profession libérale et je tenais juste à vraiment
insister sur le fait que c'est une profession qui participe largement à la gestion de cette crise. Et je trouve qu'ils n'ont pas suffisamment de reconnaissance. Et je tenais au moins à dire ça, que les infirmiers libéraux ont une part très, très, très importante dans cette gestion de cette crise. Et je pense même qu'on paye un lourd tribut. J'espère qu'on va s'en sortir et du mieux qu'on pourra. Sony ? Donc dans la continuité de Marie-Claire, finalement, c'est qu'effectivement on parle souvent de pression hospitalière, de pression de la réanimation, mais la pression au niveau du domicile, autant chez les médecins que chez les infirmiers, elle est énorme en fait, cette pression. Et que les gens, les patients comprennent aussi, l'entendent, qu'on se donne les moyens, on essaie de faire de notre mieux, parfois avec le peu de moyens qu'on nous propose, et bien souvent seul. On est au cours de la 4e. Enfin, de toute façon, on a bien vu, même si on appelle le SAMU, on disait en fait on ne peut rien faire pour vous, il faut faire avec. Et donc on a assez fonctionné limite en système clos, avec le médecin traitant et nous, finalement, face aux patients. Et que c'est encore plus compliqué parfois notre métier, et que les gens en soient conscients, et que quand on donne des recommandations, quand on essaye d'orienter les gens mieux, qu'on soit plus attentif dorénavant un peu à l'infirmier à domicile dans sa mission, au-delà du simple soin technique, mais aussi dans sa mission d'éducation thérapeutique, pour informer les patients, voilà. Moi, j'aimerais vous dire merci. Merci. Heureusement que tous, vous ne prenez pas la décision de travailler dans des services de soins, dans le milieu hospitalier, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait sans vous, n'est-ce pas? Et merci. Merci encore d'avoir répondu à mon invitation. Je voudrais aussi saluer toutes les familles qui ont perdu quelqu'un, qui ont perdu un proche. En ce moment, c'est très difficile. Je voudrais vraiment vous dire que nous sommes de cœur avec vous, que toute l'équipe de Canal 10 vous souhaite énormément de courage. Il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons perdu un collègue ici à Canal 10. J'envoie un coucou à toute sa famille, Xavier Foucan, un jeune que la maladie a emporté. Et vraiment, on a été très, très malheureux. On est très malheureux. Encore ce matin, en haut à la rédaction, tout le monde était très touché. On en parle encore. C'est vraiment très, très difficile. Donc, une grosse pensée pour toutes les personnes qui ont perdu un proche et à tous ceux qui sont malades, qui au quotidien sont dans un combat régulier pour s'en sortir. Continuez à vous battre pour vous en sortir. À vous autres, soyez prudents, faites attention à vous, faites attention aux autres. Et puis pour finir, j'aimerais faire un coucou particulier à Christine qui est aussi une infirmière libérale, Christine Soubdan, qui est quelqu'un qui a préparé avec moi hier l'émission, qui a échangé avec moi. Eh bien, elle travaille beaucoup autant que vous et elle s'est endormie sur la route et elle a eu un terrible accident. Et donc, j'aimerais lui dire courage parce qu'elle a été blessée, donc il faut qu'elle s'en sorte. Et j'aimerais faire un gros coucou à sa fille, à son époux. Ce sont des personnes que j'aime beaucoup, donc je voulais avoir une grosse pensée ce soir pour cette petite famille Soubdan. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette émission Santé 10. Merci Christine, merci Marie-Claire, merci Sony. Alors Sony, tout va bien, hein, s'il faut revenir, tu reviens? A priori, oui. Marie-Claire, hein, s'il faut revenir un jour, il n'y a pas de problème. C'était une première. Merci à vous, merci à tous. Rendez-vous jeudi prochain, Jean-Jacques Honnête, même lait, même télé.